Bonjour et bienvenue dans Winter Bloom. Vous le savez, on ne peut pas découvrir un nouveau printemps sans avoir traversé l'hiver. Alors chaque semaine, on explore ensemble un sujet qui peut nous maintenir dans cet hiver intérieur. Avec un seul objectif, faire éclore des fleurs même au cœur de l'hiver. Aujourd'hui, on va parler des voix intérieures qui nous gouvernent. Nous sommes tous d'accord pour dire que l'on se parle sans arrêt du matin au soir. Le réveil sonne, on se dit déjà qu'on n'a pas assez dormi, que le rêve qu'on a fait cette nuit était plutôt cool, qu'il ne faut pas oublier de réserver le resto pour samedi. Et c'est comme ça jusqu'à la tombée de la nuit, où l'on se refait le film de la journée et on anticipe déjà la journée du lendemain. Eh bien, en ayant dit ça, en ayant dit que l'on se parle sans arrêt, il y a un problème. Le problème, c'est que l'on considère que tout ce qui navigue dans notre tête vient de nous. Toutes les pensées qui nous traversent, toutes les phrases qui sont prononcées à l'intérieur de nous, bonnes ou mauvaises, viennent de nous. Eh bien, ce n'est pas aussi simple. Parce qu'en réalité, beaucoup de ces messages intérieurs ne viennent pas directement de nous. Mais alors, si cela ne vient pas de nous, d'où viennent vraiment ces voix ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut d'abord préciser quelque chose. C'est qui vous ? Qu'est-ce qui a façonné votre identité ? Est-ce que vous avez choisi d'être qui vous êtes ? Est-ce que vous avez hérité de votre identité à la naissance ? La réponse est troublante. Vous n'avez presque rien choisi. Pensez-y. Vous n'avez pas choisi votre prénom, ni votre langue maternelle, ni la ville où vous avez grandi, ni la couleur de vos yeux, ni même vos premières peurs ou vos premiers rêves. Un bébé né à Tokyo ne se réveille pas un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais apprendre le japonais ». Il l'absorbe comme une éponge absorbe l'eau. Sans choix, sans volonté, juste par immersion. Votre identité, c'est un peu comme un pull tricoté par d'autres. Votre mère a choisi la laine, vos valeurs de base, votre père a défini le modèle, vos ambitions, vos peurs. L'école et la société dans laquelle vous vivez a ajouté des motifs, la façon dont vous pensez, ce que vous croyez possible ou impossible. Et vos amis, par exemple, ont cousu les boutons, vos goûts, vos expressions, votre façon de rire. Et vous dans tout ça ? Eh bien, vous avez simplement enfilé ce pull sans même vous en rendre compte. Il est devenu votre peau. Jean-Paul Sartre disait, je cite, « L'homme est condamné à être libre. Mais avant d'être libre, nous sommes d'abord condamnés à hériter de notre identité. » Être libre, selon Sartre, c'est cette capacité que nous avons de changer le pull si on le décide, s'il ne nous correspond plus, si nous y sommes trop à l'étroit. Mais ça, c'est un autre sujet et cela pourra faire l'objet d'un prochain épisode. Ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de choses que l'on considère comme être de notre fait, de notre ressort, de notre identité, n'est en fait que la somme de tout ce qui a influencé notre identité. Par exemple, votre maison parfaitement rangée, cela vient de vous ou de l'influence de votre maman qui veillait à ce que la maison soit toujours impeccable. Et à l'inverse, si c'était le bazar permanent, il y a fort à parier que vous avez tendance à laisser traîner votre tasse de café sur la table. Et ces voix dans votre tête, eh bien c'est pareil. Quand vous vous regardez dans le miroir et qu'une voix dit « tu as l'air fatigué », est-ce vraiment vous qui parlez ? Ou est-ce votre mère qui s'inquiétait toujours de votre santé ? Quand vous commencez quelque chose de nouveau et qu'une voix murmure « tu n'y arriveras jamais », est-ce votre conviction profonde ou la voix de cette personne qui levait les yeux au ciel à chaque fois que vous faisiez une erreur ? Carl Jung disait, je cite, « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Pensez-y une seconde. Combien de vos « je dois »,« il faut que »,« je devrais » sont vraiment les vôtres ? Un enfant qui grandit dans une famille de médecins entendra 1000 fois que les études c'est sacré. Un autre, dans une famille pauvre et sans éducation, intégrera que l'entrepreneuriat et la richesse ne fassent pas partie de son champ des possibles. Ces phrases et ces pensées deviennent des voix, des juges intérieurs qui commentent chacune de nos actions. C'est comme si vous vous retrouviez avec un plateau télé dans votre tête, avec tout un tas de personnages dont le seul objectif est de commenter l'actualité de votre vie. Vous avez le critique intérieur qui dira que ce qu'on fait est nul, qu'on est moche, qu'on n'a pas de volonté, qu'on n'y arrivera pas.
Vous avez le perfectionniste qui lui trouvera toujours un moyen de dire que ce n'est pas assez bien. Vous avez le peureux, bien sûr, qui commentera sans cesse sur le fait que les choses peuvent mal tourner. Il fera en sorte que vous vérifiez 2 fois que vous avez bien fermé la porte à clé. Et le sage, évidemment, dans tout cela, c'est le plus discret. Il prend rarement la parole. Tous ces personnages ne sont en théorie que des commentateurs. Sauf que le problème, c'est que vous vous identifiez à ces commentaires. Vous ne faites plus qu'un avec eux. Ils ne se contentent pas de commenter, ils influencent directement vos choix et vos pensées. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est et moi, je suis où dans tout ça? Elle est où ma voix à moi? C'est ça la vraie question. Eh bien, peut-être que votre vraie voix, c'est pas une voix du tout. Peut-être que vous, c'est justement celui qui écoute, l'observateur silencieux derrière le plateau télé, celui qui peut dire tiens, le critique est là, sans être le critique forcément. C'est ce que les neuroscientifiques appellent la métacognition. Cette partie de vous qui peut observer vos propres pensées. Votre vraie voix, elle ne parle pas en mots, elle parle en élan, en intuition, en je sais pas pourquoi, mais je sens que. Vous voyez? C'est cette impulsion qui vous fait tourner à gauche plutôt qu'à droite sans raison logique. Ce moment où vous savez qu'une relation est finie avant même d'y penser. Cette certitude soudaine que quelque chose cloche chez cette personne et que vous devriez garder vos distances. Le problème, c'est qu'on cherche une voix qui ressemble aux autres. Une voix qui argumente, qui justifie, qui explique. Mais votre vraie voix, vous, elle fait pas ça. Elle sait. Point. C'est pour ça qu'elle est si difficile à entendre. Elle murmure, part pendant que le rationnel hurle toutes les raisons de rester. Elle vous souffle, ose, pendant que le peureux liste tous les dangers. Votre vraie voix, c'est celle qui reste quand toutes les autres se taisent. C'est celle qui, dans le silence, on y revient toujours, dit simplement « Voilà qui je suis quand je ne joue pas un rôle ». Mais pour entendre cette voix-là, pour accéder à ce silence, il faut d'abord faire le ménage. C'est comme essayer d'entendre quelqu'un qui chuchote dans une boîte de nuit. Tant que le volume des autres voix est à fond, vous n'avez aucune chance. Alors avant de pouvoir accéder à votre vraie voix, il faut identifier les imposteurs, les débusquer un par un, comprendre leur origine. Et pour ça, vous pouvez faire un exercice simple. La prochaine fois qu'une pensée vous traverse, posez-vous cette simple question. Si je devais donner un visage à cette voix, qui apparaîtrait? Vous pourriez être surpris de découvrir que ce n'est pas le vôtre. D'autant plus que vous pourriez vous rendre compte que vous avez fait la plupart de vos choix pendant des années en tenant compte de cette voix qui n'est pas la vôtre. Mais le plus important, c'est d'en avoir conscience. Car c'est à partir de la conscience que les vrais changements peuvent opérer. Il faut juste garder en tête ceci. À chaque fois que vous n'observez pas consciemment le plateau télé dans votre esprit, vous oubliez son influence sur vos pensées et vos décisions. C'est donc presque un combat de chaque instant, un effort réel et continu pour réussir à se débarrasser de l'influence de ces voix intérieures. Comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, on ne peut pas effacer des années d'un comportement d'un coup de baguette magique. Il va falloir travailler régulièrement et longtemps pour s'en débarrasser. Mais juste avant d'en venir à comment on fait, j'aimerais faire une précision. Ce que je dis depuis tout à l'heure laisse penser que l'influence de notre entourage, par l'intermédiaire de nos petites voix intérieures, est forcément négative. Mais en fait, pas du tout. Certaines de ces voix nous protègent, nous encouragent, nous poussent vers le haut. La voix de ce parent qui disait constamment « tu peux y arriver » quand vous doutiez. Celle de votre grand-mère qui répétait « fais de ton mieux, c'est déjà beaucoup ». Ces voix-là sont des alliés précieuses. Non, ici je traite simplement des cas où ces influences peuvent nous bloquer et nous maintenir dans notre hiver intérieur. Ces voix qui nous empêchent de changer, d'évoluer, de devenir qui on veut vraiment être, de s'exprimer. Alors maintenant, comment on fait le tri? Comment on garde les bonnes voix et on fait taire les saboteurs? La première technique, c'est ce que j'appelle l'arrêt sur image. C'est simple mais radical. La prochaine fois qu'une pensée négative vous traverse, je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Arrêtez tout, littéralement, et posez-vous cette simple question. Qui vient de parler? Pas
qu'est-ce que je viens de penser, mais qui vient de parler. Et vous allez être surpris. Derrière ce tu es nul, vous allez peut-être reconnaître votre père déçu après un mauvais bulletin. Derrière ce n'est pas pour toi, la voix de ce conseiller d'orientation qui vous a découragé. Bref, pas besoin de vous faire un dessin, vous trouverez très facilement qui est qui en fouillant un peu dans vos mémoires. Il vous suffira alors de répondre quelque chose comme écoute papa, je sais que tu voulais mon bien, mais maintenant j'ai 35 ans, ta voix elle n'a plus sa place dans mes décisions. Ça peut paraître bizarre de se parler tout seul comme ça, mais souvenez-vous, vous vous parlez déjà tout seul toute la journée. Donc là, vous reprenez simplement le contrôle de la conversation. Pour le deuxième exercice, c'est ce que j'appelle la réunion du lundi matin. Imaginez le plateau télé dans votre tête. Jusqu'à maintenant, c'était l'anarchie totale. Le critique débarquait quand il voulait, le perfectionniste prenait toutes les décisions, le peureux avait un droit de veto sur tout. Eh bien, il est temps de tout restructurer. Vous êtes le rédacteur en chef et c'est vous désormais qui décidez qui a le droit de parler et quand. Concrètement, chaque fois que nécessaire, prenez 5 minutes. Écoutez qui est présent dans votre tête, identifiez les voix du jour et décidez consciemment. Aujourd'hui, j'ai une réunion importante, alors j'écoute le sage et l'encourageant, le critique, tu restes en sourdine. L'idée en fait, c'est de mettre de la distance entre vous et eux. En thérapie d'acceptation et d'engagement, on parle de diffusion. On arrête de fusionner avec ses pensées négatives. C'est le jour où on arrête de s'identifier à ses pensées qu'on peut entrevoir un changement durable. C'est un muscle à développer et ça prend du temps. Au début, vos voix vont résister, le critique va hausser le ton, le peureux va paniquer et tout ça c'est normal. Ils ont eu le pouvoir sur vous pendant des années, mais petit à petit, séance après séance, vous allez pouvoir reprendre les rênes. Il faut juste accepter que cela puisse prendre du temps et continuer à travailler. C'est comme ça la vie. Si vous voulez des changements profonds, il faut une prise de conscience profonde et faire des efforts constants pour y parvenir. Alors c'est sûr que c'est plus simple l'inconscience. On est responsable de rien, on peut trouver des coupables et des excuses à tout. Mais quand on a conscience que nous avons un pouvoir réel sur nous-mêmes, eh bien on ne peut plus vraiment se cacher. Disons que c'est le prix de la liberté. Ça responsabilise, mais ça vaut toujours le coup. On ne dépend plus de personne pour son propre bien-être. Avoir la possibilité de se soigner seul de sa dépression, par exemple, c'est quelque chose de fantastique. D'ailleurs, si vous remarquez qu'une de vos petites voix intérieures est celle d'un proche, ne perdez pas du temps à lui dire ou à lui faire la leçon. Parce que sachez que si vous en êtes victime, eh bien, il en est victime autant que vous. Car lui aussi, il a très certainement hérité de cette petite voix. Mais avant de vous laisser partir sur cette belle promesse de reprise au contrôle, pourquoi est-ce qu'on garde ces voix toxiques? Sérieusement, si elles nous pourrissent la vie, pourquoi on ne les a pas virées de notre esprit depuis longtemps? Bien, la réponse est étrange. C'est parce qu'en fait, on les aime. On aime nos bourreaux intérieurs. On est attaché à notre critique interne comme à une vieille couverture qui pue mais qui nous rassure. Vous vous souvenez certainement du premier épisode, on parlait du confort dans l'inconfort. Cette zone tiède où rien n'est génial, mais rien n'est vraiment dangereux pour nous pousser à changer. Eh bien, nos voies toxiques, c'est le système de sécurité de cette zone de confort. Quand votre critique intérieure vous dit « tu es nul, n'essaie même pas », qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous n'essayez pas. Et donc vous n'échouez pas. Et donc vous avez raison. Eh bien ça, c'est une prophétie autoréalisatrice parfaite. C'est plus confortable d'échouer en se disant « je le savais » que d'échouer en ayant vraiment cru qu'on pouvait réussir. C'est une excuse parfaite pour ne plus avoir à fournir d'efforts. C'est ce que j'appelle le confort de la prison. Les barreaux sont froids, l'espace est petit, mais au moins on connaît. Au moins on sait à quoi s'attendre. Dostoïevski écrivait « L'homme s'habitue à tout, même à sa propre médiocrité auto-imposée. » Parce que, on peut le reconnaître, c'est épuisant d'être responsable de sa vie. C'est tellement plus simple de dire « c'est comme ça, j'ai toujours été timide », plutôt que de travailler quotidiennement pour en sortir. Alors attention, je ne dis pas qu'être timide est une maladie, mais il y a un certain point où cela peut être vraiment handicapant. Dans le premier cas, vous êtes victime, et donc c'est une excuse suffisante.
Dans le second, vous êtes acteur. Et être acteur, ça implique qu'on peut se planter, sans trouver d'excuses, que cela demande de l'énergie et que ça peut être difficile. Mais en 2025, ça devient encore plus tordu, parce qu'on n'a plus seulement les voix de papa et maman dans la tête, on a tout un orchestre symphonique. Chaque fois que vous scrollez sur Instagram, une nouvelle voix s'installe. Cette fille qui se lève à 5 heures du matin pour méditer, faire du yoga et se préparer un smoothie bowl. Ce type qui a monté sa boîte à 22 ans et qui roule en Tesla. Avant, votre critique intérieure comparait votre vie à celle de vos voisins. Maintenant, tu te compares au 0,01% de l'humanité que l'algorithme a sélectionné pour te faire sentir minable. Comment voulez-vous vous sentir bien dans vos baskets ? Tiens, regarde, elle a ton âge et elle voyage 6 mois par an. Tiens, lui, il a lancé son podcast pendant que tu procrastinais et maintenant il a 100 000 abonnés. Et tu vois, eux, ils ont rénové leur maison et c'est sublime. En fait, c'est la mondialisation de l'insuffisance. La démocratisation du sentiment d'être à la traîne. LinkedIn, c'est devenu le tribunal permanent pour votre carrière. Chaque notification est un rappel que quelqu'un d'autre a été promu, a changé de job, a levé des fonds ou a publié un livre. Et toi, dans tout ça, toi, tu manges ton sandwich devant ton écran. Mais le pire, c'est qu'on y retourne, tous les jours. On nourrit consciemment nos petites voix qui nous torturent. Et pourquoi, vous me direz ? Tout simplement parce que, et c'est là où ça devient vraiment pervers, ces voix nous donnent l'illusion d'être actifs sans agir. Quand tu regardes une transformation physique, ton cerveau vit une projection narcissique. Pendant quelques secondes, tu deviens cette personne. C'est pas vraiment conscient, mais ton cerveau ne fait pas de différence entre imaginer et faire. C'est pour ça qu'on peut pleurer devant un film. Le cerveau vit l'expérience par procuration. Donc scroller finalement, c'est vivre 1000 vies potentielles sans jamais risquer un échec. TikTok a même industrialisé le processus. Si l'algorithme a compris que vous aimez vous sentir mal, eh bien parfait. Voici 50 vidéos de gens plus jeunes, plus beaux, plus riches et plus talentueux que vous. Et on regarde, en étant hypnotisé, pendant que la voix dans notre tête prend des notes. Tu vois à quel point t'es à la ramasse ? Mais le plus dingue, c'est qu'on commence à aimer cette voix. Elle devient notre identité. Moi, je suis quelqu'un qui galère. J'ai pas de chance dans la vie. Moi, je suis pas fait pour ça. Moi, je suis différent. C'est notre petite histoire personnelle à nous, celle qu'on aime se raconter. C'est notre excuse universelle. Sauf que parfois, dans un moment de lucidité, on éteint tout. On fait taire les voix, toutes. Et là, c'est un peu le vertige. Parce que quand il n'y a plus de bruit, quand il n'y a plus personne pour vous dire qui vous êtes, qui vous devriez être, ce que vous valez ou ne valez pas, bien il reste quoi ? Le silence. Et ce silence, il est terrifiant. C'est pour ça que beaucoup de gens ne supportent pas la méditation. Je peux pas, j'ai trop de pensées. Non, ce n'est pas que tu as trop de pensées, c'est que sans tes pensées, sans tes voix, tu paniques. Parce que dans ce silence, une question émerge. La question. Et si j'étais libre de choisir qui je suis là maintenant ? Qu'est-ce que je choisirais ? Et ça, c'est une question terrifiante en vérité. Parce qu'elle implique que tout est possible, que vous pourriez tout changer, que rien n'est écrit. Et Jean-Paul Sartre appelait ça l'angoisse existentielle. Cette prise de conscience brutale qu'on est condamné à être libre. Et alors du coup, on fait quoi ? On rallume Netflix, on rouvre Instagram, on laisse les voix reprendre le contrôle parce que leur tyrannie est finalement plus confortable que notre liberté. On préfère vivre comme des moutons plutôt qu'être autonome. On préfère la prison familière au territoire inconnu. C'est le choix de la simplicité, de la facilité. Mais voilà le truc. Ce silence après le bruit, ce vide après le plein, c'est pas un bug. C'est l'espace où votre vraie voix peut enfin émerger. Pas celle de vos parents, pas celle d'Instagram, pas celle de votre critique intérieure, celle qui a peut-être jamais eu l'occasion de parler, celle qui a été étouffée depuis tellement longtemps qu'elle ne sait même plus qu'elle existe. Et cette voix-là, elle ne crie pas, elle ne juge pas, elle ne compare pas. Elle dit des trucs simples. J'aime dessiner, j'ai envie de voyager.
Je suis fatigué de faire semblant. Des trucs tellement simples qu'on peut les trouver ridicules. Alors on remet le volume des autres voix, pour pas les entendre. Mais c'est là, dans cette simplicité, que se cache votre prochain printemps. Parce que votre vraie voix, elle ne dit pas tu dois devenir quelqu'un. Elle dit tu es déjà quelqu'un. Elle ne dit pas tu dois tout changer. Elle dit commence par un truc et on verra bien. Elle ne dit pas regarde tous ces gens meilleurs que toi. Elle dit regarde où tu en es et où tu veux aller. Le problème, c'est qu'on a tellement l'habitude du bruit qu'on prend cette simplicité pour de la naïveté. On confond complexité et profondeur. Si vous voulez vous rapprocher du bonheur, vivez votre vie à travers les yeux d'un enfant. Tout est simple. L'émerveillement, l'insouciance, la curiosité, l'authenticité, l'imagination, la joie simple. Mais voilà le piège. On s'est habitué au bruit. Tellement qu'on ne sait plus reconnaître le silence. C'est comme si on avait vécu toute notre vie dans une boîte de nuit et qu'on découvrait d'un coup le silence de la forêt. Au début, c'est insupportable. Les oreilles bourdonnent, on a envie de remettre la musique. Mais si on tient, si on reste dans ce silence, eh bien là, quelque chose se passe. On commence à entendre des trucs qu'on n'avait jamais entendus. Le vent, les oiseaux, notre propre respiration. Et on réalise que le bruit, c'était pas la vie. C'était ce qui nous empêchait de vivre. Alors oui, vos voix intérieures vont résister. Elles vont hurler plus fort. Elles vont inviter de nouveaux speakers. L'anxiété, la culpabilité et la honte, pourquoi pas. C'est normal. Elles sentent qu'elles perdent du pouvoir. Mais rappelez-vous, ces voix ont autant de pouvoir que vous leur en donnez. Elles sont un peu comme des vampires. Elles ont besoin de votre attention pour survivre. Et le jour où vous arrêtez de les nourrir, le jour où vous arrêtez de scroller pour vous torturer, le jour où vous arrêtez de vous justifier devant votre tribunal intérieur, ce jour-là, les voix deviennent ce qu'elles ont toujours été, du bruit de fond. Et vous, vous devenez ce que vous avez toujours été, libre. Libre de choisir, libre d'essayer, libre de vous planter, libre de recommencer, libre de faire fleurir des fleurs, même en hiver. Surtout en plein hiver. C'était Winterbloom. À la semaine prochaine.